Mon nom est Martin Thomas Côté, accompagné d'Alan Lévesque et Patrice Riverain, et vous écoutez le 30e épisode des Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec les Injustes. Mon armée d'injustes, bonjour! Salut! Salut! C'est le 30e épisode, qui l'eût cru? Et on s'excuse pour le petit délai, je sais qu'on est un petit peu en retard, mais vous allez être gâtés, ma gang de chanceux. Parce que là, il y en a un cette semaine, et il y en aura un la semaine prochaine. C'est assez incroyable. Ben, Captain Marvel oblige, on ne pourra quand même pas bouder notre plaisir de critiquer Captain Marvel. Alors, restez à l'écoute, on va faire notre épisode qu'on était supposé faire la semaine dernière, mais, hey, la tempête, sérieux, quand c'est rendu que ça t'empêche de faire un podcast. Ouais, parle-moi-en pas, là. Ça fait une semaine que j'attends mon colis de FedEx, il est accompagné dans la tempête. Ça n'a aucun bon sens. Alors, ça nous a empêché de podcaster. On s'excuse à tous ceux qui attendaient ça avec impatience, mais on va faire ça ce soir, en fait. Donc, on va parler avec Jean-Michel Goyette de la soirée des Oscars. On était supposé lui parler, écoute, une journée quasiment après. Mais là, que voulez-vous? On va se prendre un peu plus tard. On va se prendre un petit peu plus tard. Et on va parler aussi de bien d'autres choses dans ce merveilleux épisode. Mais, tiens, j'ai le goût de commencer avec... Si on commence avec les trailers. Oui, on peut commencer avec les trailers. Il y en a eu quelques-uns dans les 2 dernières semaines. On peut commencer avec ça. On commence avec ça parce que c'est ce qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis on doit se le dire, je vais te dire que les campagnes actuellement des gros blockbusters qui sont à sortir dans le prochain été, je les trouve plates. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Autant je suis content parce que maintenant, ça réserve des surprises quand on arrive dans la salle de cinéma. Autant, pour des podcasts comme nous autres, ça donne pas grand-chose à jaser si on veut pas spoiler tout le monde. Ça dépend toujours du film. Si tu checkes les bandes annonces qu'on a vues avec Captain Marvel, ils ont dévoilé quand même pas mal de stock. C'est normal parce que c'est la première fois qu'on voit le film. Mais ce qu'ils font avec Avengers Endgame, ils n'ont pas le choix. Ah, ils n'ont pas le choix. Mais de toute façon, Avengers Endgame, je vais te dire bien franchement, je suis content de ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire la politique du 10 premières minutes du film, puis vous en verrez pas tant que ça. Moi, je pense que c'est le genre de film qui se vend tout seul, c'est correct. Mais dans le cas de Star Wars, ça m'inquiète. Ben, Star Wars, tout le monde le sait, c'est parce que c'est Star Wars Day dans pas long. Ah, c'est vrai, ça s'en vient pas vite. Ça fait qu'ils vont annoncer le film avec ça, plus ils vont parler du Disney+, puis toutes les séries qui s'en viennent, comme les rumeurs de Obi-Wan Kenobi, puis d'autres séries du genre. Fait qu'il y a ça qui s'en vient dans... Mais même le titre, Alan, d'habitude, on aurait pu au moins dévoiler le titre. Là, on sait même pas encore. Moi, c'est encore Star Wars épisode 9, Shitload of Shit. Dans ma tête, c'est encore le titre. Oui, je conseille à dire que j'espère que ça va être Days of Future Force, là, mais je sais que ça sera pas ça. Mais non, mais... Abrams a dit que non, Last Jedi et de toute façon, ils n'ont pas le choix d'attendre parce que s'ils font rien que sortir un titre, là, hein, regarde, ils n'ont pas encore fini de se débâtir pour le dernier film. Ben, les 2 derniers films, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Là. Tu crisser de l'huile sur le feu pour rien en ce moment, je pense que ça vaut pas la peine. Ben, je pense aussi que quand on va le voir, je sais pas pour toi, Pat, mais on va avoir un peu oublié notre frustration, notre colère, puis on va être content de le voir. Moi, honnêtement, là, je suis passé à un autre stade. Appelez-moi bipolaire et vous aurez raison. Là. Je pense d'ailleurs que tous les passionnés et fans sont un peu bipolaires. Autant je voulais rien savoir avant Noël, d'entendre quoi que ce soit sur Star Wars parce que j'étais encore choqué. Autant j'ai l'impression que là, on me présenterait quelque chose puis je serais plus réceptif. Hey, vous êtes terrible au niveau de Star Wars. J'aimerais quand même vous faire remarquer que vous êtes... C'est pour ça que c'est à toi que je parle. Je suis le seul qui est comme... T'es le moi, seul Star Wars, là-dedans. Hey, profites-en, hein? C'est une des rares fois où je vais te dire que t'es le seul saint d'esprit là-dedans. C'est fin, c'est pour ça que c'est à toi que je parle de ça. Mais as-tu cette impression-là, quand tu nous regardes, là, de te dire « Ouais, on a bien fait de lui donner du temps à ce monde-là. » Ben, l'affaire, c'est qu'il faut qu'ils prennent le temps, puis je pense que c'est surtout d'avoir peut-être jeté une oreille là, aux récriminations qui ont... Ah, il fallait qu'il le fasse. Écoute, ça l'a explosé. Non, oui, puis autant là, t'étais quand même... comment je pourrais dire? T'étais pas... je cherche mes mots. Moi, j'étais l'avocat du diable. T'étais un peu l'avocat du diable, puis tu nous disais, wow, mais autant avec le temps, t'as pas eu le choix de constater la vague pareil. Ben, l'affaire, c'est que la vague, elle a submergé tout le monde. Là. Ça a été un tsunami de haine envers une mauvaise gestion. Mauvais film. Un mauvais film. Il y avait quand même des bons moments, mais bon, ça serait passé de Mary Poppins. Ah, ça, c'était terrible. Puis, tu sais, moi, Solo, j'ai aimé ça, là. Mais ça, c'est de valeur que ce soit Solo qui ait copé, honnêtement. T'imagines-tu mourir une couple de mois après, puis ton dernier rôle, c'est Mary Poppins dans l'espace? Hey, hein? Ouf.
Mais moi, je dis que, tu sais, pour Force Awakens, il avait montré à quelqu'un qui allait mourir du cancer, puis ça a été probablement, tu sais, le dernier highlight de sa vie. Une chance qu'ils n'ont pas fait ça avec Last Jedi. Le gars aurait dit, débranchez-moi tout de suite, là. Je vais finir le film, mais... je veux pas non, mais finir. écoute, t'es malheureusement là, en pleine phase de soins de réconfort ou de trucs de même. Là. Puis là, tu regardes le film, puis t'es tellement déçu après. Là. Il y a plus de soins qu'on peut te donner. C'est comme un film d'horreur. Là. Tu te dis, non, je peux pas partir là. Puis là, tu sais, le seul rêve du pauvre individu, c'est que ça soit pas le jour de la barbotte. C'est obligé de le réécouter. Il meurt, il recommence. Il meurt, il recommence. Mais en tout cas, bon, Ils ont des sadiques, là. ça pour dire qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, il y a eu quelques trailers qui font jaser. Entre autres, bon, moi, je vais vous le dire, je suis vendu d'avance, donc je parlerai pas trop longtemps. Et ce, depuis les premières images, parce que, je savais pas que ça se faisait. Donc, quand j'ai vu la bande-annonce, je l'ai appris en même temps qu'on me la montrait. Détective Pikachu. C'est mon nouveau film dada que je veux absolument voir. Ça faisait longtemps qu'on savait que le film allait se faire d'une certaine façon. Je C'est savais que pas. Ryan Reynolds est attaché à ça, mais l'intérêt qu'on avait réellement pour le film, parce qu'il faut pas oublier que c'est un jeu de Game Boy poche à base, Oui. effectivement, Game Pikachu. Puis ils font un film de Détective Pikachu avant de faire un film de Pokémon tout court. Ben, c'est parce que vu que Détective Pikachu se passe plus dans un monde réel comme le nôtre, plutôt que dans un monde de compétiteurs de Pokémon, ça permet de faire une histoire différente plutôt que sur la compétition. Je dois être le plus fort et je dois apprendre à vivre et m'agrandir. Mais c'est quand même Possiblement, le film va surprenant. faire Là, ça aussi, t'sais. mais Mais c'est quand même surprenant. T'sais. Moi, j'avais Pokémon, le film, un peu à la Avatar et Dragon Ball. Ça m'aurait moins étonné de voir ça que Détective Pikachu qui arrive du côté gauche. Là. D'où ça vient, ça? c'est pas grave. Visuellement, ça a l'air beau. Ça a l'air magnifique. Ça là. a l'air magnifique. Voir tous les Pokémon prendre vie, je pense que ça va être vraiment, mais vraiment cool. Puis ça ouvre une maudite belle porte sur bien d'autres films aussi dans cet Oui, univers-là. mais disons-le, il y a une grosse partie du film qui a l'air de tenir sur les épaules de Reynolds. Oui, d'une certaine façon. Je vous inviterais peut-être à faire une petite recherche sur YouTube, de checker une vidéo d'1 minute 35 sur cette technique d'acting qu'il a fait pour apprendre pour être Pikachu. Ah, là. c'est drôle. C'est moins de 2 C'est-tu minutes, drôle? mais c'est vraiment, C'est vraiment drôle. innocent. Mais tu sais, moi, j'ai eu l'impression d'avoir un mini Deadpool 3 quand j'entends ça. Puis la bande-annonce qu'on nous a sortie, où on a eu un meilleur visuel des Pokémon, puis de l'histoire, puis du fait que Pikachu parle et qu'il est capable de le comprendre. Honnêtement, moi, je pense que ça va être du délire, ce film-là. Pat, t'as pas l'air convaincu encore. Pat, on t'en parle depuis un bout, puis t'as pas l'air convaincu. Il allume pas pantoute, hein, les yeux éteints, là. Ça, là... Il y a des yeux de Pikachu qu'on en parle. Ouais. Ah là, il y a les Ça, yeux éteints. là. puis m'abonner à la chaîne parlementaire, là, c'est pareil. Hey, ça, c'est violent, là. C'est pareil. CPAC? pareil. Ah ouais? Le CPAC, ouais. CPAC, Tu sais, je pourrais... Judy tu sais, Wilson-Raybould, le film. Avoir le CPAC en surround autour de moi, puis Ryan Reynolds qui me fait des petits gestuels à côté, là, ça a autant T'as d'intérêt. zéro impact, puis la Zéro, bande-annonce t'a même pas zéro. charmé à une petite Regarde-moi, affaire. là, les Pokémon, tabarnouche. Bon. On va passer à la prochaine bande-annonce, voir si t'as un peu plus de feu dans Pat les était yeux. déjà centenaire quand les Pokémon sont nés. Ça fait que C'est sûr c'est que pour ça ça. s'adresse pas ça s'adresse pas à toi, Pat. X-Men Dark Phoenix, catastrophe annoncée ou pas? Parce qu'on sait comment Jennifer Lawrence a fait pour crisser son cas de ses films poches, là. Hey, c'est facile, hein? C'est, Elle a fait un cyclope d'elle. Elle se fait désintégrer par le Phoenix. nous dévoiler ça dans la bande-annonce, ils sont bien crétins. Ouais, puis ils ont l'air d'avoir montré pas pire aussi ce qui se passe avec Quicksilver. Il a l'air à se faire défoncer solidement lui aussi. La dernière fois que j'ai vu une affaire aussi crétin dans une bande-annonce, c'est quand ils nous ont montré John Connor qui devenait méchant dans Pas juste Genesis. ça. Ouais, mais, C'est-tu con, ça? mais le maquillage, mais c'est était-tu laid? Hey, c'est-tu laid? Hey, ça paraît qu'elle s'est assise, elle a fait comme, là, vous avez pas plus que 25 minutes, fuck it, le 8 heures comme d'habitude. Mais Vous avez dépêchez-vous. 25 minutes, puis je meurs. Dépêchez-vous, je veux sacrer mon camp de ce film-là. Par contre, j'ai trouvé la deuxième bande-annonce un peu moins imbuvable que la première. J'ai l'impression... Parce que la première, ça me donnait l'impression que c'était de Last Stand 2. Ben, c'est encore ça. Ouais, mais là, ça a l'air... J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu de cosmique, peut-être. Ben, non, c'est parce qu'il explique qu'elle a vraiment fait son premier Power Surge et c'est qu'elle va sauver une navette spatiale qui explose pendant une de leurs missions. Puis c'est là que son pouvoir se manifeste le plus. Je pense que c'est genre un épisode de flashback ou autre. Mais pourrait-il y avoir un élément cosmique? non, ils l'ont totalement discarté son grand Toi, complet. Pat, là, tu l'as vu, ça a l'air de quoi? La petite Jean Grey, puis... Ben, te fais je l'ai passer, même pas ouais. regardé. Ah! Tabarnak! Non, mais écoutez,
Moi, la première bande-annonce, c'était trop la stand, là, puis je vous l'avais dit, là, j'avais trouvé que c'était de la merde. Mhm. Puis celle-là, il y a comme eu un time warp dans mon esprit aujourd'hui. Ça s'est passé comme... J'ai oublié de faire certaines choses. En même temps, Pat, t'as pas manqué grand-chose. Et Non, deux, exactement. effectivement, ça a l'air encore de la stand. Et ce qui me fait toujours poser la question, bordel de putain de merde, comment vous faites pour faire des aussi mauvais films quand le scénario est écrit depuis au moins 30 ans? Ouais, mais c'est parce Je que sais, ça, là, il existe, là. on a eu tellement une longue discussion là-dessus. Mais vous m'épatez, par exemple, moi qui n'ai point vu la bande-annonce, quand vous me parlez que ils font référence à c'est la vraie manifestation pour la première fois du pouvoir, celle de la Shuttle. Là. Mhm. Puis, tu sais, ils se battaient contre leurs propres clones qui étaient des robots dans une station spatiale, contre un des ennemis jurés là, des X-Men. Là. C'est là que le Phénix se manifestait parce qu'il se rendait compte qu'elle était prête à tout. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, est-ce que ça, c'est amené puis qu'il va y avoir une dimension qui pourrait peut-être sauver à quelque part le scénario tout fou que vous me semblez? Oh, Alan, Non, Pat, parce que dans la bande-annonce, tu le vois, là, c'est parce que c'est expliqué que Charles Xavier, ils font comme dans l'assistance, dans le fond, c'est que il quand fait des était jeune, barrières. dès qu'il était jeune, ils ont fait des barrières parce qu'elle aurait pratiquement tué ses parents dans un accident de char. Là. Ah ouais. Puis ils ont commencé à faire des barrières à partir de ce moment-là, parce qu'elle Phoenix, depuis sa naissance... Puis Magneto semble dire la même chose que dans la stand. Là. Pourquoi t'as fait ça? Puis on va la libérer. Puis il a l'air d'avoir exactement la même dynamique que dans The Last Stand. Et on sait où est-ce que The Last Stand nous a amenés, c'est-à-dire nulle part. Là. Si tu veux faire ça avec le Dark Phoenix, là, l'amener de son côté obscur, là, amène-nous donc le fucking Hellfire Club, puis lâche-nous avec Magneto. Ben oui. Puis c'est le temps de donner à Emma Frost un vrai spotlight. Là. Ben, ils sont déjà tous morts dans le premier Ouais, film. c'est ça. Oh. Le Hellfire Club a disparu assez vite dans First Class. C'était tellement mauvais, ça aussi. Ben, Emma Frost, Ça, c'était tellement horrible d'avoir tué tout le Sebastian Shaw, Hellfire tout Club, ça, complet. Sebastian Shaw, puis d'avoir tué la Emma Frost qui était cool. Oh, mais elle était mauvaise, puis- là. Ah, non. January Jones, là. Honnêtement, ouais, c'était belle, mauvais, là. January Jones. Ouais, mais elle est aussi bonne actrice qu'un piment. Non, franchement. Mais là, tu sais. elle t'a fait peur, toi, quand t'es en prison, puis elle coupe le verre, puis elle lui fait « Oh, les gars, j'ai tout Non, entendu écoute, ce que vous elle avez pourra dit. jamais être pire que Ruby Rose. Non, mais je pense pas qu'il y avait un concours entre elle et Ruby Rose. C'est ça l'affaire. C'est qu'il n'y avait pas de concours, Pat. T'as fait un vainqueur d'un concours qui n'existe pas. Là, on s'enfonce. On va parler d'Elba. Oui, avant qu'on... Hey, et moi, à mon tour de confesser le Time Warp, je n'ai pas vu. Alors, je dois me confesser ce matin. Wouhou, je suis seul à l'avoir vu. Hey, je vais faire une autre confession. Zéro hype pour ce film-là. Je suis désolé. Je suis pas- Ben, on dirait que ça me surprend pas de la part du gars qui a commencé à lire les BD, puis Ah, après puis je l'ai 3 mis de pages, côté. il a fait « Ah, c'est de la merde. » Non, attends. Contrairement à des gens ici que je ne nommerai pas, mais qui ne s'appellent pas Pat ni Martin, Tu parles de Thomas? j'en ferai Thomas aussi. Quand je n'aime pas quelque chose, je le mets de côté et je n'en parle plus. Je ne pars pas une campagne sauvage alimentée par des millions de dollars pour faire la promotion de la marde de l'œuvre, OK? Je ne suis pas de cette eau. Ça explique pourquoi je suis cassé à ce point-là, si je prends du cash demain. Pour ceux qui ne savent pas, Alan, là, ça fait un plaisir quand il déteste quelque chose. Non, oui, de sortir, tu sais, là, les camions durant les élections, là, c'est de la merde! Pour être sûr qu'on soit tous au courant. Puis il va le lire au complet, hein? Puis il va aller chercher les tie-ins, puis il va aller chercher l'information, puis il va aller lire là-dessus, puis il va même tweeter là-dessus. Alan, quand il déteste passionnément. Mais non, Alan, j'ai pas particulièrement aimé le comic. Je peux comprendre que c'est la tasse de thé de bien des gens. Je l'ai essayé, Ben, mais ça m'appelle pas beaucoup. C'est possiblement pourquoi aussi tu vois pas l'intérêt avec la bande-annonce, parce que le Hellboy de David Harbour a de l'air à s'approcher beaucoup plus. Pour ça. C'est quand même un des très gros story arcs de la BD, là, justement de la Witch Hunt. C'est sûr qu'ils font comme une petite crosse avec ça, parce qu'à l'époque de la BD, ça fait une dizaine d'années que Hellboy a quitté le BPRD, sauf que là, il est encore avec cette gang-là. Veut pas, s'ils veulent faire des spin-offs, il faut qu'ils ramènent Ils le n'ont pas le choix, là. BPRD. Puis surtout qu'en plus, c'est un des story arcs où ce qui explique le plus la genèse et la fin de Hellboy. C'est là que tu apprends tout à peu près à partir de lui. Ça fait que c'est un beau point pour partir. Mais sérieusement, le film, il est R-rated, puis dans la bande-annonce, là, allez à voir. Si vous voulez voir du sang puis des membres envolés partout parce que Hellboy, avec Excalibur, rentre dans des gens comme un mongol, là, c'est fucking awesome. Mais le look ressemble beaucoup à celui de Ron... Ben,
L'acteur, de là. Ron Perlman. Mais pourquoi pas avoir gardé la même look? Non, c'est pas ça. Le look, il était parfait. C'est pourquoi pas le faire ressembler à ça? Ben, sais-tu quoi? Moi, j'ai trouvé que c'est courageux. Parce qu'il aurait pu tout simplement dire on va le mettre à notre main puis on va changer une coupe de Ben, trucs. c'est parce qu'il ressemblait à celui du BD. Il ressemblait à Mignola. il était pareil. Sauf que t'as remarqué qu'il y a plus de traits dans sa face, par exemple. Ouais. Ben, c'est parce que Ron Perlman en a déjà pas. Là, fait que- Ben, oh, il a l'air d'un chat. Oui, entre autres. Entre autres. Il y a une barbe, il a l'air d'un chat. Mais non, ils ont regardé ça, mais... On vient de perdre Pat. Va voir sur Internet, puis ils C'est vrai qu'il a l'air d'un il a chat. vraiment l'air d'un chat. Oui, ok? c'est vrai, il a l'air Mais- d'un chat. Je te jure. Même coup. Oui, il a l'air d'un Il a vraiment chat. l'air d'un- Mais sauf que c'est ça, c'est parce qu'ils ont l'air bien approchés. Moi, je sais que le maillon faible du film risque malheureusement d'être Mila Jovovich. C'est parce que c'est la Ruby Rose du cinéma aussi. Oh, Non, mais- lâche mamie là. Je l'aime, moi. Ouais, elle était bonne en disant Corbett Dallas Multipass. Elle a été bonne dans les 7 Resident Evil, qui doivent être pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de mauvais films. Mais qu'on s'amuse à regarder parce qu'on trouve ça bon pareil. Ben, moi puis Pat, on est des grands fans de cette série-là. On est tous allés voir ensemble au cinéma. Bon. Puis ce qu'on aime, c'était relever tout ce qui était irrelevant dans tous les Oui. films qui marchaient pas, comme le fait qu'elle était la clone d'un à partir du début, puis tout ça marchait pas. Ah ben, C'est pas merveilleux. grave, c'est génial ces films-là. Mais Moi, j'adore Hellboy- ça, regardez ça. Mais Hellboy, ça a l'air bon, OK? Il OK. faut lui laisser une chance. Ça a l'air être cool, ça a l'air être violent. Dans la nouvelle bande-annonce, ils ont enlevé une petite musique cool qui ont l'air à leur faire un petit film décontracté à la Suicide Squad. Donc, ça a l'air à donner un meilleur ton, puis ça a l'air le fun. Donc, on y laisse une chance. C'est sûr et certain qu'on lui laisse une chance. On parle de 2 séries télé. D'abord, une chez Netflix et l'autre à la télé. Et je vais me faire plaisir, je vais commencer par celle à la télé. Parce que t'as pas vu l'autre. T'as tout compris. Puis là, je pouvais pas avoir vu Hellboy, puis pas avoir vu la prochaine. Fait que, tu sais, faut quand même que je paraisse bien dans ce podcast-là. C'est mon tremplin vers la gloire. Donc, je dois C'est ta campagne pour ramasser le 27 C'est ma- millions pour ton facelift. c'est ma promotion. Tu sais, avant de sauter sur un tremplin, c'est surtout de remplir ta piscine. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, cela étant, parlons un peu de Star Trek Discovery, qui, honnêtement, là, si vous étiez des gens qui méprisaient la première saison, qui trouvaient que c'était pas assez Star Trek, vous êtes en train de manquer quelque chose. Martin Thomas, je fais un deal là. OK? Oui. On parle aujourd'hui de Star Trek Discovery, Oui. mais on n'en reparle pas avant la finale, par après, puis on en fait une émission spéciale. Ça, c'est dur, ça, c'est dur. On est rendu ça. à la moitié de la saison, là. C'est ouais. dur, ça. OK, mettons. OK. On essaye de faire ça. Mais nos plus grands fans qui nous suivent uniquement pour nos comptes rendus de Star Trek Discovery, tu fais quoi de ces gens-là? Ben, si ils parlent vraiment fort, là, OK. peut-être je vais les écouter. Peut-être. OK, donc vous savez quoi faire. Vous allez inonder la boîte courriel d'Alan, puis vous allez lui demander le retour des critiques hebdomadaires de Star Trek. Enfin! Il y a juste toi qui est assez fou pour vouloir parler de Star Trek à tous les épisodes. Oui, mais c'est bon. Parce que moi, je l'amène jamais pour... Je sais, mais c'est bon. Non, mais fais-moi croire que t'as pas écouté le dernier épisode. Non, Puis que t'as j'ai pas fait tout comme... écouté. Ah ouais, moi aussi, j'ai fait... Oh. Ben là, on a 3 épisodes à parler. Oui, effectivement, mais je te dirais que je n'ai qu'un frais à ma mémoire, celui que j'ai écouté ce matin, qui était celui de jeudi dernier, dans le fond. Mais honnêtement, ceux qui ont... Mon point est celui-là. Là. Je ne vous ferai pas une grande critique de la série. C'est que si vous trouviez que la première saison était so-so, que vous avez eu de la difficulté, vous êtes actuellement en train de manquer quelque chose avec la deuxième saison qui, à mon sens, à moi, file beaucoup plus Star Trek. Ça file beaucoup plus Star Trek, mais tu sais, avant de vous lancer là-dedans, il faut vous poser une question. C'est quoi que vous pensez des univers parallèles, des sauts dans le temps, puis tu sais, si on parle de time warp, on parle de réalité alternative, est-ce que c'est votre bain? Si c'est quelque chose que là, vous avez détesté... Parce que des 3 derniers épisodes qu'on a vus avec l'histoire du Mycelium, avec un des personnages qui était mort, qui revient bizarrement par rapport à c'est ça. bon, ça. L'épisode d'après avec Le Red Suru, Angel. le Suru qui est entouré de sa planète, que finalement il a remarqué que sa race était faite manipuler de façon abominable. Puis encore le Red Angel a fait faire un saut pour sa civilisation d'environ Ouais, 10 000 ans. c'est fou, là. Il a changé l'aspect de la planète natale de Saru au complet. Là. En tout cas, Starfleet s'est planté solide là-dessus. Oh, oui. S'il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur une planète, là, Les autres sont foutus, là. Ils l'ont raté leur coup. Puis le dernier épisode de cette semaine, là, ben, C'est un chef-d'œuvre, l'épisode de c'est cette un semaine. chef-d'œuvre. De un, il y avait presque un feeling Matrice là-dedans avec la petite tentacule. Là, Ah, c'est l'espèce de pieuvre qui s'est attaquée. Dans le fond, qui est le probe qu'ils ont envoyé dans le Time Rift est revenu, mais modifié, genre Mais- 500 ans dans le temps. Là. Ça faisait un petit clin d'œil à Voyager en même temps, d'une certaine Oui. façon. Oui, mais moi, j'ai trouvé cet épisode-là vraiment, vraiment bon. Puis là, on semble se diriger vers
quelqu'un du futur qui est en train de fucker le timeline de Star Trek. C'est ça, là, dans le fond. Là. Et ça risque d'expliquer probablement toutes les questions qu'on se pose depuis le début de cette série-là sur les différences entre l'original et eux autres. Là. Parce que là, écoute, il y a quelqu'un qui est en train de manipuler cette timeline-là au grand complet. Là. Exactement. Puis ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a des réponses à certaines affaires, on se questionne sur d'autres trucs, puis là, on voit en plus que graduellement, il lance des perches vers des affaires déjà connues de Star Trek. Exact. Puis qui nous ramènent ça ensemble. Bon, moi, je vous ai exposé ma théorie, là, puis ma blonde était d'accord avec moi, parce que quand tu regardes l'épisode sur la planète de Saru, le Red Angel a clairement, écoute, c'est pas dur, là, a clairement une silhouette féminine. Oui, ben, tu vois, ma blonde m'a dit la même chose, c'est une shape de femme. Oui, c'est une shape de femme. Puis moi, ma théorie à moi, c'est que c'est Michael Burnham du futur qui tente de régler une marde qui a été faite. Je pense que c'est la théorie la plus populaire, c'est-à-dire une Michael Burnham qui a chié sa patente puis qui essaye de régler tout ça. Parce que tout est lié à elle, dans le fond, ou presque, là, dans ce qu'ils sont en train de... Tu sais, puis elle leur fait un chemin sans venir et dire « Bonjour, je suis Michael Burnham, voici ce que vous ne devriez pas faire ». Elle fait des chemins pour qu'ils arrivent là où elle veut qu'ils arrivent tout seul. Parce qu'ils se font manipuler. Ils se font manipuler Mais du dos à pas Z. juste ça, parce que si votre théorie, on la prend, là, hein, ça expliquerait aussi pourquoi Spock est viré fou, parce qu'une des premières personnes qui aurait pu contacter, d'une certaine façon, ça serait Spock. Ben oui, à c'est cause sûr. de leur lien qu'ils ont ensemble. Est-ce qu'elle l'a rendu fou Il donnait un paquet d'informations. Puis qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas faire ça comme ça. Puis même de là, les informations qu'il a données à Spock sont en train de les amener ailleurs aussi. Exact. Et là, écoute, la planète... Et bravo à Alan, notre Trekkie en formation, qui nous a fait allumer sur la planète où on s'en va la semaine prochaine. Il y a une grosse nuance, parce qu'en n'étant pas un Trekkie, à chaque fois qu'il me donne des informations, moi, dans mon tête, j'ai comme un réflexe, ça fait comme, ça doit pointer vers quelque chose. Le dernier épisode a fini avec une note qui parlait, il fallait qu'elle aille sur la planète Talos, et c'est quoi? Talos 4. Talos 4. Là, je fais comme, s'ils l'ont mis de façon si importante à faire un épisode, ça doit avoir un lien, ça doit être important. C'est que je google ça, puis je vois que ça ramène à la première apparition de Pike dans The Original Series de 1966, dans le Two Parts de la ménagerie. Exactement. En fait, c'est le pilote dont je te parlais qui a été fait avec Pike, avec l'acteur qui faisait Pike à ce moment-là. Et à cette époque-là, ils avaient eu l'idée de revenir avec ce qu'ils avaient tourné. Comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, ils ont fait un épisode 2 parties dans lequel ils présentent le pilote, dans le fond. C'est carrément Kirk qui est sous procès pour finalement avoir emmené l'Enterprise près d'une planète interdite. C'est Spock, hein, oui. C'est Spock qui a fait une mutinerie. Exact. Volé parce qu'il s'en va avec l'Enterprise vers une planète interdite et il s'arrange pour que le procès soit tellement long qu'il se rende à destination et il raconte l'histoire du capitaine Pike. Finalement, c'est un peu, pour ceux, là, si on veut faire une histoire courte là, de Menagerie, ça ressemble beaucoup à la Matrice, dans le fond. C'est un peu ça. La planète est un genre de zoo intergalactique dans lequel les télépathes qui y habitent te donnent une réalité qui te va, puis tu restes là, mais si tu sors de leur influence, ben, tu reviens à la réalité. Alors Pike, en devenant handicapé, puis qui était plus capable de parler, était plus capable de rien faire, veut retourner sur cette planète-là parce qu'il était tombé en amour avec une femme qui était là, puis il va vivre donc dans l'espèce de zoo de ces télépathes-là, puis va pouvoir marcher, va pouvoir redevenir ce qu'il était au moment où il a quitté. Puis en plus, cette planète-là, ben, justement, une dizaine d'années avant que Kirk prenne le commandement de l'Enterprise, c'était Pike qui avait banni cette planète-là parce qu'il l'avait jugée trop dangereuse. Exact. Et là, une dizaine d'années avant Kirk et l'Enterprise, Pike s'en va pour la première fois sur cette planète. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le pilote de Star Trek, l'original, s'est passé avant ce que l'on voit là, ou c'était pour se passer dans les prochaines années? Est-ce qu'on va voir Vina aussi se pointer? Oui, ça, c'est l'autre question. Les télépathes semblent avoir une photo qui a leaké sur Internet, là, donc ils seront là. Ça risque d'être intéressant à voir. Honnêtement, cette série-là, je m'engage à ne plus en parler jusqu'à la finale. Ça va être très difficile parce que plus ça avance et meilleur c'est. Oui, effectivement, puis même visuellement, puis les effets spéciaux. Visuellement, là, ça n'a pas lâché, hein? Le dernier épisode avec justement l'espèce de vortex temporel qui était là. C'était super. C'était super beau. Si vous n'aimez pas la réalisation de J.J. Abrams et le Blue Lens, mettez la TV en noir et blanc parce que c'est bleu. C'est vraiment ça. Mais moi, je trouve l'aspect liché de cette série-là génial. Moi, j'ai je ne décroche pas à cause de ça, là, mais pas du tout. Et peut-être un mot sur la série sur Picard. On a eu quelques petits détails, puis on a eu le même feeling, Pat. L'affaire, c'est que moi, j'avais vu passer une nouvelle qui disait, on a comme des détails sur
le crew, là, la gang qui devrait entourer Picard, puis que, bon, Picard serait comme un peu post-trauma à cause, bon, de La destruction de la Romulus. destruction de Romulus, puis que là, il retournerait à ses premières amours au niveau de l'archéologie, entouré d'une espèce de crew qui est comme... Tu sais, moi, avoir un personnage qui est comme une espèce de petit Romulanais, expert en arts martiaux, pourquoi? Là? Tu sais, je viens de le trouver, le lien. Ça m'a fait penser à Sidney Fox, l'aventurière. La référence est loin. Ouais. Ah, Mais ça a aussi peu d'intérêt. c'est parce que tu ramènes un personnage fort, comme Picard. Après ça, tu nous annonces personne de Next Generation va être là. Personne de rien. Personne, là. Puis là, qui fait autre chose, qui a même plus l'air d'être lié. C'est bizarre. C'est comme si on avait suivi Pauline Marois quand elle est retournée jardiner, là. Oh, mon Dieu. C'est parce qu'on s'en sacre, là. Elle jardine pas, elle fait jardiner ses esclaves. Ouais, je comprends, mais tu comprends qu'on s'en sacre. On veut avoir à l'Assemblée nationale, on veut pas avoir en train de jardiner, on n'en a rien à foutre de savoir qu'elle jardine. J'avais rien à foutre de Pauline. Tout court. Mais tu comprends que moi, Picard, un vieillard qui fait de l'archéologie et qui n'a aucun lien avec rien de Star Trek, intérêt... L'intérêt d'avoir Picard pour Picard, il va falloir qu'il me le justifie pas mal plus gros que ça. J'ai hâte de voir les premières images, mais moi, je suis déçu de savoir que personne, mais absolument personne ne revient. Comment tu peux avoir 7 saisons, 4 films avec Riker et pas le voir? L'affaire, c'est que Riker fait partie du crew qui réalise les épisodes de Discovery. C'est lui qui a réalisé un des épisodes de Jonathan Oui, il en a Frakes. fait, oui. Ben, l'affaire, c'est que là, il faut voir, là. Est-ce qu'il y a comme une gang qui dit « Moi, je veux plus rien savoir de tout ça? » Je sais pas. C'est étrange. En tout cas, ça a l'air plate. Oui, ça a vraiment l'air plate, honnêtement. Parlons maintenant de la série Netflix Umbrella Academy. Vous me l'avez conseillé. J'étais supposé la commencer pour toutes sortes de mauvaises raisons. J'ai pas eu le temps de la commencer encore. Vendez-la-moi. Ouais, OK. Pour commencer, c'est une bande dessinée qui est parue chez Dark Horse. Ça fait quand même les premiers numéros, ça m'a facilement une dizaine d'années. Je vais te surprendre, je n'ai rien lu de cela. Ni moi, j'ai jamais lu. Ah, OK. Bon, Puis, on est deux. personnellement, là, ça a été encore plus fun d'écouter la série en sachant pas où ce qui s'en allait parce que tu écoutes ça puis tu fais comme où c'est que ça s'en va. Puis là, quand tu le vois, tu fais comme oh shit, c'est malade. Mais ça a été écrit par Gérard Way et Gabriel Bas. Gérard Way, My Chemical Romance, présentement qui s'est relancé une carrière solo aussi, là, dans la musique toujours. Ce gars-là avait décidé de lancer une série BD parce que ça y tentait, sur une famille qui était plutôt dysfonctionnelle. Donc, multitalentueux, ce garçon. Ben, ça arrive des fois. Tu sais, veut pas, c'est un artiste, c'est un écrivain, il écrit ses chansons, donc c'est un gars qui a des idées. Puis il a décidé de se lancer en BD. Ça avait quand même eu un bon succès parce que ces BD ils ont été sold out, ça n'a pas été long, puis ça a été très dur de les retrouver même longtemps par après. Là. Puis Il même, existe-tu des TP actuellement? les TP existent, puis si tu regardes, là, il y a une couple de places que tu vas aller dans des boutiques, là, ils sont sold out, les premiers TP, parce que pour moi, la série Netflix a beaucoup pogné, puis il y a beaucoup de personnes qui ont fait « Oh shit, je veux lire ça ». Ça a fait ça avec Sabrina, entre autres. Moi, j'attends le mien, puis je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. OK. Donc, c'est pas compliqué. La série, tu commences, la prémisse est plutôt simple. Tu retournes au début des années 80, dans ces coins-là. À un moment donné, t'as du monde, ils sont bien chill. 10 minutes après, ils accouchent. 47 personnes accouchent en même temps, puis ils n'étaient pas enceintes 10 minutes avant. OK. Là, tu ramasses un multimilliardaire, M. Reginald Hargreaves, qui décide d'essayer d'en adopter le plus possible. Il réussit à en adopter 7 en disant « Je te donne une couple de millions pour ton enfant que tu savais voulais pas pas que anyway. t'allais avoir. » Il réussit à en adopter 7. Puis, il les élève pour donner des super-héros parce que tous ces enfants-là, en quelque sorte, ont des super-pouvoirs. Puis, tu sais pas pourquoi ils élèvent pour être des super-héros. Mais il y en a 47. Mais les autres, on ne sait pas ce qui se Ouais, passe. c'est ça, là. Il faut pas oublier que présentement, il y a la 3e série qui est en train de publier, puis il s'aligne vers une 4e aussi. Là. OK. Donc, tu sais, tu as les 7 enfants qui sont là, qui sont vraiment tous tu vas avoir le personnage de Luther, qui va être comme le leader, qui est super fort. Tu vas avoir Diego, qui est une espèce de ninja qui contrôle ses couteaux par télékinésie. Il va y lancer, puis les couteaux, il va être capable de les contrôler, puis pratiquement voir aussi où ce que ces couteaux vont. C'est qu'il peut les utiliser pratiquement pour faire de l'espionnage. Tu vas voir aussi Allison, qui, elle, c'est la petite fille qui est super cute, puis tout. Sauf qu'elle a un pouvoir de rumeur. Donc, son premier pouvoir, c'est être super cute. Non, mais c'est parce que avec ça, là, c'est parce qu'elle a le pouvoir de rumeur. Elle va te parler, puis elle va te dire « Ah, j'ai entendu une rumeur par rapport à ça », puis tu vas faire tout ce qu'elle te dit.
Donc, OK, genre de supposition, de pouvoir de... OK, ouais. Ouais, c'est que tu vas avoir un autre personnage que lui, il s'appelle Klaus, que lui, il voit les morts. Bizarrement, parce qu'il voit les morts, il a comme viré fou, puis il prend de la drogue depuis qu'il est jeune, parce que quand il est complètement stone, il voit plus les morts. OK. C'est que lui, le personnage, super évolution, super intéressant. Tu vas avoir Ben, qui lui, il a le pouvoir de Toulouse. Ben, Toulouse sort de son corps, puis avec des tentacules, puis il tue tout le monde. Finalement, il n'y a pas besoin des autres. Il meurt quand il est jeune, ça fait que ça règle le problème parce qu'il n'était pas trop fort. Et tu vas voir aussi un autre personnage qui est Number 5. Lui, il se téléporte. Puis c'est à partir de lui que la série tourne, parce que tu commences la série avec le père qui est mort, c'est que tout le monde va à ses funérailles, puis c'est une famille dysfonctionnelle, ils se sont fait manipuler par leur père toute leur vie. Puis ils se sont fait maltraiter, pas rien qu'un peu, jusqu'au temps que la famille explose. Mais le plus jeune, un des plus jeunes, Number 5, lui, avec la téléportation, il a découvert qu'il fait sauter dans le temps. OK. Puis il a voulu le faire, mais son père disait « T'es pas prêt, puis il a décidé de le faire. Il a disparu pendant 30 ans. OK. Il est revenu, OK. toujours avec son corps de jeune. Lui, il revient, il a encore 12 ans. Là. OK. Mais tout le monde est rasé à 33 ans à peu près. Puis la série part de là? Effectivement, parce que lui, il a vécu 80 ans ailleurs. OK. Est-ce que c'est bien fait? Parce que vous m'avez nommé des pouvoirs, vous m'avez nommé des trucs, et souvent, les affaires de super-héros, si les effets spéciaux sont pas au rendez-vous, ça peut décrocher. L'affaire, là, c'est qu'il y a une facture visuelle hyper géniale. Il y a une utilisation de la musique, et pas juste avoir une bande sonore pour une bande sonore. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont chorégraphiées en fonction de ce qui joue, l'utilisation de la musique, puis de covers de tunes des années 80, mais qui sont remis à l'heure du Parce jour. que les images me faisaient penser, c'est niaiseux, là, ça n'a pas de lien, mais je parle des images que moi j'ai vues sur Netflix, parce que quand ils te le proposent, ça me faisait penser à Kingsman, tellement l'espèce de facture visuelle. Il y a une facture visuelle qui est hyper intéressante. C'est particulier, là. Il y a comme... moi, ce que ça m'a beaucoup fait penser au niveau de la facture visuelle, c'était à Dirk Gently. Avec un style un peu fucké de science-fiction qui va plus loin. Effectivement, puis c'est super bien réalisé, comme Pat a dit, la musique est super importante, c'est bien important. Tu sens que les acteurs ont du fun. C'est Colin Farrell qui fait le père de famille, que tu te demandes pourquoi ils ont cassé dans le film, dans la série, parce que tu le vois pas souvent, puis même, ça prend 4 épisodes avant que tu vois la face comme du monde, puis tu le reconnaisses. Ouais. Dans la série, il y a 2 méchants qui ont rapporté, là, Chacha puis Hazel, là, qui courent après. Ces jeunes-là, puis les chorégraphies de combat, la stupidité qu'il va y avoir là-dedans, la simplicité même des méchants là, qui peuvent être tellement sympathiques, mais tellement violents en même temps. La détresse psychologique de tous les personnages. Tu as l'impression de voir une gang d'adolescents là, qui filent pas, là, puis qui ont vraiment mangé un char de mort. Puis ils se ramassent, dans le fond, avec une mission qui est apportée, je sais, par numéro 5 qui a sauté dans le temps, qui, lui, il leur apprend que dans 7 jours, c'est la fin du monde. OK. Puis ils doivent sauver le monde. Puis toute la série, en quelque sorte, tourne sur le point de vue de H.G. Wells, la machine à voyager dans le temps. Ouais. Qui dit que peu importe ce que tu vas faire, tu peux pas empêcher un événement de se reproduire. Puis ça, c'est de là que tourne Umbrella Academy. Puis même les méchants qui leur courent après, c'est du monde qui sont engagés pour protéger la ligne du temps. Quand même intéressant. Combien d'épisodes? 10 épisodes. De 1 heure? De 45 minutes à 1 heure. On a-tu encore le fameux épisode de trop? Il n'y a pas les 3 épisodes de Marvel. Non. Oh! Ça commence à être bon. Mais même dans Titan, 100%, il y en avait un ou deux de trop. Et ça m'amène à un autre point, puis j'étais d'accord parce que ça, on l'a vu sortir sur un paquet de forums, un paquet d'affaires, avec des séries là, de qualité comme Umbrella Academy, puis le fait qu'il y ait Aki Titan, des trucs comme ça, là, ça prouve qu'on s'en sac des séries de Marvel. Ça vient les discarter. Qu'ils soient cancellés, là. Regarde, effacez-les de vos enregistreurs. Ça va forcer Netflix à aller ailleurs. C'est ça. Puis ça les a amenés vers quelque chose de... Tu sais, c'est écœurant. D'ailleurs, Doom Patrol, va-tu être sur Netflix? Parce que là, on a vu les bandes annonces sur Space. Ben, j'ai l'impression que c'est Space qui l'a racheté, Doom Patrol. OK, parce que j'ai hâte de voir ça. C'est en avril que ça commence pour ceux qui sont abonnés. Là, présentement, là, en dehors des États-Unis, là, j'ai l'impression de voir le CW Universe là, au Québec. Multiplié partout. Ça passe à Musique Max, ça passe à Z-Télé. Quand t'arrives, il faut écouter le crossover de l'année. Ben, tu fais comme, what the fuck, ça passe pas mal. Parce que The Flash passe en premier chez Club Illico. OK. Supergirl passe à Musique Max, Arrow est à Z-Télé, puis... c'est tout mêlé, là. Puis, je me trompe pas, les Legends of Tomorrow étaient aussi sur Club Illico.
Puis ça ouais. passe à Addict, ça fait... Comment tu fais pour écouter ton épisode crossover de la c'est tout série, mêlé. là? Mais là, Doom Patrol va être sur Space. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est pour le monde qui ont pu écouter Titan en français parce qu'il était sur Netflix, est-ce que Z-Télé ou une autre chaîne va l'acheter? Et ça, c'est la question. Gars, on va se mettre là-dessus, les gars, pour essayer de trouver, voir si... J'ai rien trouvé sur Z-Télé par rapport à Ok. Doom Patrol en avril jusqu'à date. Ça, c'est dommage, par contre. Parce que c'est particulier, parce que moi aussi, j'ai vu la pub en écoutant Discovery. L'excellente série Star Trek Discovery. Et Doom Patrol, ça a l'air d'être CBS All Access qui a les droits dessus. Ah ouais, c'est pas Ben spécial. non, c'est encore DC. C'est- Non, parce que la pub est liée à CBS. CBS All Access, c'est américain, c'est Je qu'ils sais peuvent bien. pas avoir le DC. Ben, c'est bizarre, mais Ça ressemble à... ça expliquerait pourquoi Mais- Space l'aurait. Moi, je pense que c'est la série qui remplace Krypton. là. Non, mais non, ce que je pense, c'est que non. Krypton saison 2, ça vient, mais c'est parce que Pat, en pensant avoir vu CBS All Access, parce qu'il a dû voir Alexa Crave ici au Canada. Ah, il y a Crave. Parce Ah, que Crave, c'est les autres qui ont CBS All Access aussi, d'une c'est certaine tout façon. mêlé. là. En tout cas, regarde, si vous voulez voir Doom Patrol, ça va être à Space, OK? Ouais. Ça va être bien moins compliqué de même. Hey, avant de se laisser, tu voulais mettre un nom sur... Ben, avant de se laisser, on vient de commencer. Mais Alita, Alita Battle Angel, ouais, mais fais-nous ça vite parce que regarde-nous nos faces, là. Non, moi, je veux autant le voir, mais c'est ta joke. ce sera Ouais. pas long, ce sera pas long, c'est sûr, c'est un manga. L'intérêt de Martin. Pour Ah, moi, dès que tu parles de japonais, là, regarde-moi en face. là. Ben, ce qui explique un petit peu le succès qui Moi, il y a existe pas Dragon en ce Ball, moment. puis c'est tout. OK, Oh, ouais, minute, là, t'as déliré sur Pikachu. Non, mais Pikachu, c'est pas pareil. OK. On sait tous que Alita Battle Angel, de base, ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années que... Ah, ça a l'air cheap, les effets spéciaux. En tout cas, Je vais t'en parler, je suis tout ça, OK? James Cameron, ça fait 25 ans minimum qu'il veut faire le film sur Alita, qui tripe beaucoup là-dessus. Il a toujours eu de la misère, puis tout. Puis il a décidé de le faire, puis il a mis Robert Rodriguez, un de ses chums, pour réaliser le film. À base, c'est basé sur un manga qui s'appelait Gum. Le film est basé sur Gum. Il y a une suite qui s'appelait Battle Angel Alita, qui se passait sur l'espèce de cité où ce que tous les riches vivent, où ce que à ce bataille-là. Puis la série n'est pas encore finie parce que les chroniques de Mars qui sont encore en ongoing présentement. Donc Alita, son histoire n'est même pas encore finie. C'est qu'on se ramasse avec un film où ce que t'as Alita, qui est fait 100% CGI, là, qui est joué par Rosa ça Salazar. a pas l'air super. Elle a joué dans Bird Box, dans Maze Runner, puis dans Divergence, la petite fille. Le CGI, il est correct. Mais regarde, je vais t'en revenir plus tard là-dessus, OK? Coupe-moi plus. Hey, coupe-moi plus. Excuse-moi, pardon. T'es fort là-dessus, puis tu veux que je fasse ça vite, donc... t'as le docteur Dyson Ido, qui est en quelque sorte son père, qui répare son corps, qui est joué par Christophe Waltz. Puis L'aspirateur, ça, ou? Pat, il va être content de savoir qu'il est classique à lui-même. Waltz, il est plate. Sérieusement, là, il est fade, là, mais fade, là, incroyable, là, il aide pas beaucoup. Et là, tu vas te ramasser avec d'autres acteurs. Tu as Jennifer Connelly qui joue dans le film, qui est toujours égale à elle-même, là, donc elle est neutre. Tu as Ed Skrein, qu'on avait vu, le méchant d'un premier Deadpool, qui va faire un des méchants aussi, robot. Tu as Jackie Earl et Haley, pourtant qui est un gars de 4 pieds 2 qui fait un robot de 25 pieds puis qui fait 3000 Ok, mais tonnes. tu m'amènes où, là, en me nommant Mais les acteurs? C'est parce que je vais te dire, je te montre qu'il y a des gros acteurs quand même qui Ok, jouent dans oui. le film. Sauf que le 3/4 de ces acteurs-là, ils ont leur face découpée puis mis sur un CGI de gros robots géants. Donc, puis sans compter qu'il y a Edward Norton qui a envoyé 15 secondes à la fin sur l'opening du deuxième film qu'on n'aura jamais. Donc, tu te ramasses avec un film qui respecte l'essence de Gun. Honnêtement, je peux pas y enlever ça parce que c'est le premier film qui respecte le manga pratiquement à 100%. Sérieusement, c'est 80% du manga pratiquement page par page. Là, hein. Puis même le dessin animé qui a existé il y a une vingtaine d'années, c'est pas à peu près la même chose. Mais tu te ramasses avec une signature de Robert Rodriguez. Si tu as écouté Spy Kid, tu vas avoir de la misère à pas voir Spy Kid dans ce film-là, mais avec de la violence et beaucoup plus de budget sur les effets spéciaux. Là, on se ramasse, on est en 2019. George Lucas nous a tués avec sa trilogie de Star Wars où ce que tout était sur écran vert et il n'y avait pas d'acteur là-dedans. Écoutez un film de 2h02 de ça, là, je pense qu'on n'est plus capable. Ça paraît trop CGI, puis à un moment, on finit par décrocher. Des fois, tu vas voir l'acteur de face avec son corps de robot, tu vas dire « Ah, ça fit », il va changer son angle de caméra, puis ça va faire « Ça passe bizarre », puis il n'y a pas de vrai décor. Tout est en CGI en permanence, puis sauf que l'action, les séquences de combat, tout est super malade. Si vous tripez manga, c'est incroyable. Mais au niveau de la science-fiction, je pense qu'on est rendu ailleurs. Denis Villeneuve l'a prouvé avec Blade Runner 2049, qu'au niveau pratique puis du visuel, tu es capable de faire de quoi sans avoir des fonds verts, parce que
je pense que l'être humain, on est rendu qu'on décroche de ça. Ben, moi, juste dans la bande-annonce, la petite fille, ça accroche pas. Ben, ça, c'est le gros problème, c'est qu'ils l'ont fait en CGI au grand complet. Mais c'est pas une belle CGI, là. Non. Puis ses yeux aident pas beaucoup non plus. Non, il y a rien qui aide, en fait, là. Mais c'est ça, c'est parce que tant qu'à faire un film de même qui coûte 170 millions, là, fais donc une foutue animation qui va te coûter moins cher. Ben, quand tu regardes Spider-Man Into the Spider-Verse, puis tu te dis, regarde, ça, c'était une facture visuelle qui était voulue, puis tu regardes ça, puis tu te dis, essaie-tu vraiment de me faire croire que c'est dans le monde réel parce que ça marche pas, là. Puis probablement que lui pourrait se défendre en vous disant, mais non, ça fait partie de l'esthétique de la patente. Mais non, moi, c'est du genre d'affaires qui me font décrocher. Effectivement, c'est l'esthétique. J'ai écouté le film pendant 2 heures, j'ai eu du fun, mais je suis plus capable. C'est trop virtuel. Mais en allant le voir en 3D, par exemple, on voit que James Cameron a eu un petit peu sa technologie. C'était efficace, là. Mais avoir de l'intérêt à réécouter ce film-là? Non. Puis, maudite idée de cave encore, là, de finir un film avec le début de la suite, là, hein, c'est... Surtout quand t'es pas sûr de la faire, là. Ouais, c'est ça. T'sais, ils ont fait le coup avec, mettons, le dernier Teenage Mutant Ninja Turtle. Le deuxième finissait avec l'ouverture pour le troisième, mais le film n'a pas fait une scène, c'est qu'il n'y a jamais de suite. Il y en aura pas. Il y a combien de films qui ont fait ça dans les 10 dernières années, puis ils se sont pas encore domptés. Et moi, c'est ça que je dis, c'est que ils ont respecté l'essence, mais ils ont... En Amérique, ça peut pas pogner vu que c'est un manga, mais on est rendu ailleurs. On veut le retour des effets pratiques, puis tout, parce que c'est ce qui vit bien. Puis quand tu écoutes ça sur ta TV 75 pouces en 4K HDR, là, ben, l'effet pratique, il va être beau, tandis que CGI, là, ben, il va finir par paraître. Les injustes. La semaine passée, c'était donc le grand rendez-vous des prix, les Oscars, pour le cinéma américain. Puis on peut dire international aussi, vu qu'il y a une catégorie qui touche quand même le meilleur film de langue étrangère. Avez-vous écouté ça, les gars, sans animateur? Oui. Ouais, comment t'as trouvé ça? Pas d'animateur? Moi, j'ai trouvé que ça a dévalorisé ma profession, là, mais... Parce que des fois, avoir un animateur, ça sert pas à grand Ben, chose. honnêtement, j'écoutais ça avec ma conjointe, puis je me disais, ça fera pas de bien à notre profession. Ben, On vient de réaliser qu'on n'est vraiment pas nécessaire. En même temps, ça vient de les protéger là, d'un espèce de frontman là, qui était là pour un peu là, driver les gens. Mais c'est comme si je m'en étais pas vraiment rendu compte. En fait, non. Sauf qu'il manquait... On avait l'impression qu'il y avait comme un petit manque de cohésion. Moi, je pense plus que ça devait être durant les pauses commerciales. Pour les gens qui étaient là, ça devait être tannant. Là. Je ne sais pas qui était occupé de les entertainer pendant que nous autres, on était à la pause commerciale. Mais pour le public... Il y a un clown muet qui essayait de sortir d'une cage. Tu penses? Là, oui, je sortais. Alan, l'as-tu écouté? Oui. Non, pas Non, vraiment. pas en tout, aucun intérêt. Aucun intérêt, comme toujours. Ah, quelle surprise. Ben, pour nous en parler, vu que tu n'as aucun intérêt, on va te faire un résumé. Jean-Michel Goyette de la page La Passion du film, notre bon chum. Jean-Michel, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, vous autres, les boys? Très, très bien. Toi, l'animateur, as-tu senti que tu avais manqué quelque chose ou... Non, pas du tout. Je trouve que la soirée s'est bien déroulée pareil, même sans animateur. Regarde, ça a quand même bien coulé. Il y avait quand même des présentateurs pour chaque catégorie. Fait que non, ça, moi, je trouve que ça a quand même bien coulé sans animateur. Là. Puis on a comme coupé là, la partie des sketchs. Là. Il y a quand même eu les numéros musicaux là, comme à chaque année. Par contre, c'est ça, il n'y a comme pas de sketch. Je trouvais que ça a quand même bien fait. Là. Il y a des fois les sketchs qui tombent un petit peu à plat. Là. Je pense que c'est l'année dernière. Là, t'avais... Bon, ça n'a pas dérangé grand monde, je pense. Non, il y avait Gal Gadot qui était allé dans un cinéma qui était comme à côté. C'était mis à pitcher de la bouffe là, comme dans la salle de cinéma. Oui. C'était vraiment pas bon. Là. Non, c'était vilain un peu. Puis c'est drôle parce qu'il n'y a pas eu de controverse non plus. Hein. On dirait que pas d'animateur, donc pas de blague trop politique, donc pas de controverse. Il y a quand même eu une malaise avec la petite fille avec Jason Momoa qui a essayé de le faire danser en public. Ah ouais, il y a eu ça. Mais en dehors de ça, c'était pas super. Jean-Michel, écoute, on va y aller dans le vif du sujet parce que déjà, on parle beaucoup de Steven Spielberg et de Netflix, de l'Académie. Roma a remporté quelques statuettes. T'en penses quoi? Devrait-on bannir Netflix des Oscars? Ah, pas du tout. Ben, en fait, je verrais pas pourquoi on les bannirait s'ils respectent les règles d'admission. Je veux dire, t'as des règles d'admission pour les films qui sont instaurées par l'Académie. Donc, je veux dire, présentement, Netflix sont en pleine expansion, commencent, je veux dire, à faire des films qui sont très académiques. Fait que je pense que, non, écoute, Netflix, ils respectent les règles pour que le film soit admissible. Une semaine, je pense qu'il faut que le film soit en salle dans le comté de Los Angeles. Il y a plusieurs, d'autres règles, là, mais regarde, ils ont des sorties en salle, fait que je verrais pas pourquoi qu'ils pourraient pas participer tout simplement.
Le reste à savoir si, mettons, pour l'attribution, bon, là, on parle de cette année, c'est Green Book qui a gagné le score du meilleur film. Reste à savoir si les membres votants de l'Académie ont boudé le film. Par contre, ça, c'est un petit peu dur à savoir, mais je pense qu'il y a des fortes chances qu'il y ait quand même eu un petit boudage de certains membres de l'Académie. J'en doute pas qu'il y ait dû avoir du boudage, mais je suis d'accord avec certaines critiques que j'ai lues, là, que du monde qui parle de Netflix, c'est que au niveau du cinéma indépendant, genre des films comme Roma, en noir et blanc, dans une langue étrangère sous-titrée, c'est que si tu enlevais le fait que Netflix était là pour promouvoir puis mettre de l'intérêt sur ce film-là, puis qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont vu, ils ont fait qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour que le monde soit intéressé d'aller le voir au cinéma par après. Donc, le cinéma indépendant peut utiliser Netflix comme publicité pour justement leur sortie limitée au cinéma. Non, ben ça, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, Netflix a une certaine possibilité aux cinéastes, là, je veux dire, de faire des projets qui, en temps normal, serait peut-être pas financé par des grands studios ou serait peut-être dur à promouvoir ou vraiment d'avoir une sortie standard en salle. Fait que je veux dire, je pense que le modèle Netflix aide beaucoup justement ce cinéma indépendant-là. C'est un peu le marque de commerce pour l'instant. Bon, ça a du bon, ça a du mauvais. Là. C'est sûr que des fois, quand tu donnes complètement carte blanche à certains, ça peut amener certains... Mais en même temps, le film est bon. Si l'Académie juge qu'il doit recevoir un prix, ça devrait être la seule limite, là. Non, effectivement, c'est sûr. Ben, ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, je veux dire, tu sais, les membres de l'Académie votent avec leur personnalité, leur bagage. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que, bon, oui, le film est bon, mais chaque personne, tu sais, je veux dire, le cinéma, il n'y a pas une manière précise de dire, bon, ben, ce film-là est bon, l'autre est pas bon. Tu sais, si on y va avec nos sensibilités, puis les membres de l'Académie, c'est comme ça qu'ils procèdent aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, cette année, c'était Green Book, mais, je veux dire, Roma était sensiblement, j'imagine, pas loin. Mais ça fait plusieurs années là, que l'Académie est toujours enfoncée d'une polémique à l'autre. Oui. Tu sais, soit ils arrivent, puis bon, ils se font dire qu'ils sont trop blancs, ils se font dire qu'ils ont donné tel Oscar parce que, bon... fallait reconnaître un noir cette année-là. Il y avait... Tu sais, souvent, là, ils sont toujours enfoncés... Ils sont en retard. Oui, ils me font penser au PQ, l'Académie. Ils sont toujours en chicane avec eux-mêmes. Puis, il y a toujours quelqu'un qui se fâche plus fort que les autres, qui va vouloir instaurer des nouvelles règles, puis ils vont se replanter encore. Mais moi, ce qui me choque souvent de l'Académie, moi, c'est ce que j'appelle l'effet papillon. Moi, je trouve souvent qu'ils sont en retard. Je te donne un exemple. Quand ils se sont fait attaquer que c'était trop blanc, l'année d'après, ils ont voulu faire correction. Fait que là, suffisait d'être noir pour gagner de coups. Ben, c'est parce qu'il faut pas qu'on... Si on veut sur une image de l'Académie, là, hein, il faut voir une gang de gars dans la tranche d'or de Harvey Weinstein avec la même mentalité. Jean-Michel, t'en penses quoi? 100% d'accord. Puis les gars, c'est direct là que je voulais m'en aller. Là, c'est plate parce que j'ai pas les statistiques sur la main, là, mais je m'en souviens que je regardais ça, là, puis c'est ahurissant de voir, je veux dire, la démographie des membres votants de l'Académie. Là. Mm-hmm. C'est, je pense, une tranche d'âge à peu près moyenne d'à peu près plus que 50 ans. On va parler à peu près de moyenne d'âge de 55 ans. Ils sont pas subtils, eux autres, quand ils veulent être politically correct. Hein? Ils sont pas capables. Ils sont vraiment pas subtils. Non, c'est ça. Puis après ça, c'est majoritairement blanc, c'est majoritairement des hommes. Bon, là, je sais qu'il y a eu un effort quand même assez soutenu dans les dernières années de la part de l'Académie, justement, pour admettre une certaine diversité au sein des membres votants de l'Académie. Mais c'est ça. Parce que quand je voyais Black Panther remporter les statuettes, là, je me disais, check bien s'ils n'ont pas fait un calcul. Là, ils se sont pas assurés que ce film-là gagne dans assez de catégories pour l'oscariser, mais pas le mettre meilleur film parce qu'ils voulaient pas avoir la pression de le mettre meilleur film. Tu sais, ça demeure de la politique, là. Ben, ça, je suis d'accord. Ben, tu sais, c'est un mélange de tout. Je veux dire, oui, il y a peut-être une certaine part de politique de la part des membres votants. Il y a quand même un certain lobbying qui se fait de la part des studios pour pousser les projets. Tu sais, je veux dire, regardez là tout ce que vous avez vu de nominés aux Oscars, là. C'est presque tous des studios majeurs. Il y a presque pas de cinéma indépendant presque aux Oscars. Il y a plein de super bons films indépendants cette année que j'ai préféré à ce qui était, je veux dire, nominé aux Oscars puis qui n'ont pas eu... tu sais, je veux dire, un petit studio comme, mettons, A24, je dirais pas 30 puis 35 millions à acheter dans un projet. Les fameuses campagnes for your consideration, là, où les studios mettent de l'argent, là. Non, c'est ça. Faut mettre du cash. Faut que tu sais, je comprends que tu peux pas intervenir directement, acheter des votes ou quoi que ce soit, mais
belles soirées cocktails, les projections privées, puis tout le tralala. Ça, tu sais, je veux dire, c'est des membres votants, c'est des gens qui peuvent être influençables. Donc, c'est sûr que meilleur film, Green Book, ça t'a-tu surpris? L'as-tu vu? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, on avait une course à 2. Ça, c'était dessiné d'avance. C'était soit Roma ou Green Book. C'est juste pour vous dire, il y a toujours quelques indicateurs qui viennent principalement des guildes. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En fond, c'est les associations de travailleurs dans l'industrie du cinéma. Donc, tu as la guilde des producteurs, la guilde des scénaristes, la guilde des réalisateurs. Donc, la guilde des producteurs, à chaque année, vont reconnaître un film qui était cette année Green Book, si je me souviens bien. Puis, dans les 25 dernières années, le prix qui a été attribué par la Guilde des producteurs, 21 fois sur 25, ça a été l'Oscar du meilleur film. Ouch! Oui, c'est un gros indicateur, ça. C'est le plus gros indicateur. Donc, surpris, oui puis non, mais ouais, je dirais qu'en termes d'appréciation personnelle, je dirais oui, je suis très surpris qu'il ait remporté, là. Ouais. Hey, le monde de l'animation a été shaké. Disney avait quand même 2 chances de récupérer la statuette. C'est Sony qui l'a fait avec Spider-Man Into the Spider-Verse, qui, moi, honnêtement, a été ma surprise de l'année. Je pense qu'on vient de lancer un message assez fort à tous les producteurs de petits bonhommes. Arrêtez de vous ressembler, c'est pas nécessairement ça qu'on recherche. Non, hey, écoute, puis ça, là, c'est toute une claque, là, Spider-Man Into the Spider-Verse. Regarde, là, on parlait de Black Panthers tantôt. On s'entend-tu, bien personnellement, je suis un gros fan de Black Panthers, mais Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu. Oui, définitivement, là, ça plante. Ben, c'est différent. Black Panthers avait la même recette que le reste du Marvel Universe, là. C'est juste que... c'est vrai. Il y avait la recette Disney du Roi Lion. Ouais, c'est ça, entre autres. C'était le Roi Lion rencontre Iron Man en 2008, là. C'était ça, Black Panther. Je veux dire, moi, je n'avais rien vu de révolutionnaire autre que un cast noir, puis ça, je trouvais ça important, là. Je ne diminue pas l'importance de Black Panther comme film au niveau social. Je ne diminue pas ça. Mais ça prend plus que ça, je pense, pour être aux Oscars. Et honnêtement, Spider-Man, moi, ça m'a jeté à terre, là. Alors, ce film-là, je veux dire, c'est incroyable. Puis, fun fact, là, souvenez-vous qui étaient les réalisateurs à l'origine sur le projet de Solo Star Wars Story? Ouais, c'est exactement les deux mêmes. Et malgré le fait qu'il y a un des deux qui a travaillé sur Spider-Man, Into the Spider-Verse, oui, c'est Phil Lord et Miller qui étaient là-dessus. Ça nous fait mal, ça. C'est comme rentrer un couteau dans la plaie. Arrête ça. Moi, je trouve que c'est une belle claque, là, franchement. Là, vraiment. Regarde, Disney, hashtag, on dirait Lucasfilm. Laissez donc travailler vos réalisateurs de talent. Ils ont un agenda politique, Disney. Ils ont un agenda politique. Écoute, Jean-Michel, si on avait des promotions qui roulaient en ondes, là, je prendrais cette phrase-là. Laissez donc les gens travailler parce qu'effectivement, cette compagnie-là a maintenant comme tradition, bien que des fois ça les a servis, entre autres dans Rogue One, mais ils ont une tradition d'éjecter le monde beaucoup trop vite. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Non, ça, c'est sûr qu'ils ont ils ont la gâchette facile, ça, c'est sûr. Puis c'est des grosses machines, c'est des gros budgets. Puis on s'entend que la trilogie principale de Star Wars n'a pas trop de difficultés au niveau financier. Mais regarde, avec Solo, là, ça a été un échec. Ils ont de la misère à percer le marché chinois. Hey, tu m'amènes là, mais je voulais pas nécessairement qu'on s'en aille là, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Es-tu surpris par l'absence de campagne marketing, autant pour Avengers Endgame que pour Star Wars épisode 9? C'est quand même assez surprenant. J'ai pas souvenir dans ma vie d'avoir vu quelque chose comme ça. En fait, c'est surprenant, oui puis non. Moi, je vais être franc, là, j'ai remarqué un petit peu là, que dans les dernières années, il y a de la promotion de films, tu sais, qui sont peut-être des franchises à venir qui se font quand même à long terme. Des fois, tu as des teasers qui arrivent presque un an et demi avant, mais pour certains gros blockbusters, comme on parle d'Avengers, il y a Infinity War, il y a Endgame qui s'en vient, il y a Solo aussi, là, qui avait eu une campagne promotionnelle, mais qui a commencé vraiment tardivement. Là. Je me souviens, Solo, on n'a pas eu je pense que c'est la première bande-annonce, on a fait comme 3 ou 4 mois avant le début du film. C'était au Super Bowl qu'on avait eu la première bande-annonce. Oui, exactement. Ouais. Puis le film est sorti en mai? À peu près, oui. Début mai, quasiment fin avril. Moi, je pense que c'est comme à moitié de mai, en tout cas, peu importe. Mais, honnêtement, peut-être pour Endgame, ça me surprend pas. Je pense que c'est un film, tu sais, c'est un film qui se vend tout seul. Là. Je comprends peut-être que dans certains marchés internationaux, il va peut-être avoir un petit peu plus de promotion. Je pense qu'en Amérique du Nord, il
s'auto-promouvoit lui-même, puis j'ai peut-être l'impression aussi que, bon, étant donné que c'est la culmination, mettons, du Marvel Universe. Mais dans le cas de Star Wars, moi, j'ai plus l'impression que c'est comme un bobo qu'il faut que tu arrêtes de gratter, là. Il faut que tu le laisses guérir un peu. Ouais, des fois aussi en entendre moins parler, c'est ça, peut-être dans les circonstances actuelles. Ça va faire oublier beaucoup de choses, là. Non, c'est ça. Ouais, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien. Puis c'est une franchise aussi qui se vend quand même assez bien aussi. En tout cas, en Amérique du Nord, pas trop de difficulté à le vendre. Là, à l'international, en tout cas, dans certains marchés, c'est différent, là. Mais ouais, il y a des films qui, on va dire, commencent le marketing très longtemps à l'avance, puis il y en a qui débutent là, vraiment. Oui, puis Jean-Michel, pour revenir aux Oscars, là, juste pour peut-être finir ça comme ça avec ça, au niveau des surprises puis des grands gagnants là, de cette soirée-là, c'est quoi que tu mettrais? Écoute, bonne question. Honnêtement, au niveau des prix d'interprétation, là, bon, homme, femme, second rôle, il y a eu une grosse surprise avec Olivia Colman pour The Favourite. Ouais. Glenn Close avait remporté... Ça, c'est idole, ça. Ouf. Ouais, c'est vraiment une grosse surprise. Il y avait, la Guilde des acteurs qui avait sacré Glenn Close, meilleure actrice. C'était sa 7e nomination sans jamais avoir gagné. Puis tu sais, quand je te parlais de réparation ou de correction que l'Académie effectue des fois, ils auraient pu être tentés de dire, ben gars, quand est-ce qu'elle va être renominée aux Oscars? Il faudrait peut-être y en donner un. Tu sais, il y en a des acteurs qui ont reçu des Oscars pour des performances qui sont pas leurs meilleures, tu sais. Fait que moi, je m'attendais à une correction là, dans celle-là. Là. Non, effectivement. Puis comme je te dis, on parlait des indicateurs, les guildes. Après ça, elle avait remporté au Golden Globe. Fait que, tu sais, honnêtement, là, moi, c'était un look dans cette catégorie-là. C'était absolument elle que j'avais émis, puis j'ai vraiment été surpris. Par contre, je veux dire, Olivia Colman a fait quand même de belles performances de The Favourite. Là. Ça, c'est indéniable, mais ça, c'est une des grosses surprises de la soirée. Sinon, ben, je te dirais, au niveau des effets spéciaux, il n'y a pas eu de grande surprise pareille durant la soirée. Mais au niveau des effets spéciaux, t'as First Man de Damien Chazelle qui a remporté le score des meilleurs effets spéciaux. Devant des blockbusters. Devant des blockbusters, Ready Player One, Solo, après ça, il y avait Avengers Infinity War. Puis je pense justement Infinity War, il avait remporté c'est ça, là, au niveau de la guilde des ceux-là qui font des effets spéciaux. C'est particulier avec l'Académie. Aussitôt que tu as un film d'astronaute dans l'espace, ils vont le récompenser. Ah, ils aiment ça. Ils triplent. C'est instantané. Bon, c'est vraiment bon, mais il y a un historique pareil en arrière de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que l'Académie ont très, très, très souvent tendance à récompenser au niveau des effets spéciaux ceux qui font beaucoup avec peu. Tu sais, quand tu as un budget de 200 millions, ben, tu sais... C'est sûr que c'est plus facile. Sky is the limit, là. Ben, exactement. Tu sais, quand t'as les poches profondes, c'est facile de faire de l'extraordinaire, mais quand t'es capable de faire un film, justement, comme First Man... Mais ça, c'est comme dans la vie, Jean-Michel. Tu sais, moi, si tu me donnais là, ben de l'argent pour me refaire la face, là, ce serait facile. Mais des fois, je parais bien juste avec un peu de maquillage. J'ai encore des doutes avec le ça serait facile. Ouais. Je pense que ça prendrait un bon budget pour faire cette face-là. 50 millions. Là. Ouais, mais avec ben de l'ombre, Jean-Michel, puis ben, tu sais, là, baisser les lumières ben comme faut, je te dis, je parais pas si pire. Hey, Jean-Michel, merci d'avoir pris du temps pour nous jaser. Ah, ben les gars, c'est tout le temps un plaisir, puis au plaisir de s'en jaser. Ah, c'est clair, puis on suit ta page La Passion du film sur Facebook. Écoute, là, moi, c'est rendu ma référence, que ce soit en sortie DVD, en critique de film, en ceux qui trippent sur le box-office. Vraiment, t'as une belle communauté, Jean-Michel. Une merveilleuse communauté. J'ai réussi à acheter un film des X-Men que je pensais jamais voir au Dollarama grâce à vous autres. Là. C'est incroyable. Oh non. On recommence pas. Mais honnêtement, félicitations, puis on suit donc La Passion du film. Ceux qui sont pas encore abonnés, on va vous rejoindre. Bon, c'est super, merci, boy. Salut, Jean-Michel. Salut. Jean-Michel Goyette de la page La Passion du film. Ça vaut la peine de s'abonner. Messieurs, avant de se laisser, on va faire ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire nos poisons. Et exceptionnellement, je vais commencer. Je vais laisser le temps de faire vos trucs. D'habitude, c'est moi qui finis. Là, je vais commencer. How to Train Your Dragons, le 3e. Je sais que c'est une série qui s'adresse plus particulièrement aux enfants, mais ayant des enfants à la maison, pas eu le choix de m'être tapé ça. Et honnêtement, DreamWorks sont rendus à un niveau où
où ils peuvent se battre contre Pixar à armes égales. Là. Vraiment, dans l'animation, je parle là, de façon technique, là, c'est superbe. On est allé le voir au cinéma, l'image est merveilleuse. Et je dois vous dire que j'ai un petit faible pour Croque-Mou en français ou Toothless en anglais. Le petit dragon, la Night Fury, qui se trouve être le dragon alpha, donc dans la série. Si vous avez jamais écouté ça, le premier, le deuxième, c'est superbe. Il y a eu une série Netflix qui a été faite, que j'ai écoutée avec mon gars. Vraiment bien fait. C'est une belle histoire. C'est basé sur des livres, Pat. Je pense que vous les avez en magasin. Oui, c'est basé sur des romans jeunesse. C'est basé sur des romans jeunesse qui sont très bien écrits aussi, pour en avoir vu quelques-uns. Et honnêtement, le troisième épisode ne déçoit pas, mais alors là, pas du tout. Vraiment, vraiment apprécié mon petit moment. Et ça boucle la trilogie. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'autres films, mais l'argent étant l'argent, et il performe quand même assez bien actuellement au box-office pour être tenté de revenir avec quelque chose, là, mais je vois difficilement comment, de par la fin du film. Là. Une petite question, est-ce que la série de films vieillit avec son public? Parce Oui. que selon la bande-annonce Oui. du troisième, ça avait l'air un petit peu plus violent au niveau de la guerre. Là. Je te dirais que oui. Parce que, regarde, tu vois, moi, j'ai commencé à écouter ces films-là avec mon garçon, puis il avait à peu près 5 ans, 4-5 ans. Là, il est rendu à 7 ans, puis il a vraiment trippé sur le troisième encore. Moi, c'était une de mes inquiétudes quand ils l'ont annoncé, v'là un an et demi. Je me disais, mon gars, va-tu encore tripper là-dessus quand va venir le temps d'aller au cinéma? Puis, garde, là, efficace au bout. Les images sont superbes, l'histoire n'est pas trop compliquée. C'est vraiment, vraiment bien fait. Moi, j'aime beaucoup cette série-là. Puis, sur Netflix, si vous ne l'avez pas vu, vous avez regardé juste les films, ça vaut la peine aussi de voir la série Netflix. Elle est vraiment bien faite aussi. Puis c'est vraiment intéressant. Et deuxième poison, rapidement, j'ai reçu l'omnibus de Wonder Woman. Toi aussi, Alan, commence à le lire. Et ça m'a pris du temps avant de m'acclimater parce que c'est du stock qui se passe à peu près en même temps que Hush dans Batman, donc début 2000. Donc 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Là, on est dans ces années-là pour les numéros de Wonder Woman. Donc on est à l'époque où on essaie encore de comprendre l'histoire de Donna Troy, là, qui ont changé à peu près 8 fois. Pat, t'en souviens, depuis Crisis on Infinite Earth, elle n'a jamais la même histoire. Là. Jamais. C'est un des personnages les plus compliqués de DC Comics. Donc, on est avant Infinite Crisis, mais on est beaucoup après le Crisis on Infinite Earth. On est à la fin, finalement, de ce cycle-là de DC Comics. Puis, donc, on est à l'apogée, finalement, de ce que vous devez connaître de cet univers-là. Tu sais, quand on finit un cycle, il y a beaucoup de continuité qu'on traîne avec nous autres. Là. Donc, de me rappeler tous les éléments, puis de faire comme « Ah oui, c'est vrai, il y avait eu ça comme événement. Ah oui, c'est vrai, il y avait eu ça comme histoire. Ah oui, c'est vrai, tel personnage est mort, tel personnage est revenu, tel personnage... » Alors, j'ai trouvé ça un petit peu difficile à cause de ça. J'aurais aimé avoir, au début de l'omnibus, un résumé là, de où est-ce qu'on est rendu. Puis je pense que dans les omnibus, ils vont devoir faire ça. Là. Nous faire un résumé de qu'est-ce qu'on s'apprête à lire, dans quel contexte ça a été écrit, à quel moment, puis où est-ce que ça se situe? Parce que des fois, ça peut nous aider aussi à avoir des... tu sais, à pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire essayer de me rappeler où est-ce que j'étais puis où est-ce que j'étais rendu. Là. Dans le fond, la run de Straczynski que j'ai lu de Wonder Woman dernièrement, c'est une meilleure partance pour le monde, vu qu'il rebootait le personnage. Oui, à partir de là, c'est beaucoup plus C'est facile. beaucoup plus tard, puis c'était plus facile. Là, tu rentres en plein milieu de la fin d'un cycle. Parce qu'après ça, c'est Infinite Crisis, là. Ah, mais tu disais que début 2000, ça veut dire, c'était-tu avant l'histoire de la série, là, le meurtre par le téléphone, par... Ah mon Dieu, tu me poses une maudite bonne question. Tu parles de Identity Crisis? Oui, c'est avant. C'est la même période. C'est la même période. OK, ça veut dire que c'est la même période du Flash que j'ai lu de... c'est ça, là, c'est dans cette période-là. Qui, en passant, est la période qui a vu naître ma passion pour le comic. Là. Fait que je m'y connais quand même bien parce que c'était une époque où j'allais chez Pat puis je suivais à peu près tout ce qui se publiait à ce moment-là. Là. Moi, ça a été mes grosses années. Là. Les années où ça me coûtait 70$ de comics par semaine parce que je suivais à peu près tous les titres. Teen Titan de Geoff Jones, c'est dans cette période-là moi, aussi. Moi, j'étais chez Marvel à ce moment-là. Ben, c'est ça. Fait que moi, ça, c'est une période jusqu'à Infinite Crisis. Moi, mon trou, là, il est après Infinite Crisis, après le One Year Later, là, le jump d'un an, puis le 52 numéros, un numéro par semaine. Puis jusqu'à Final Crisis, là, moi, c'est le trou qui me manque. Là. C'est le trou que j'étais pas là, que j'ai pas lu. Après ça, New 52, j'ai réembarqué parce que là, on me promettait que ça repartait. Puis effectivement, c'est ce qui est arrivé. Puis là, quand Rebirth est arrivé, puis qu'on a intégré des trucs qui se passaient avant le New 52, j'ai fait là, il y a beaucoup de trucs qui se sont mêlés dans ma tête. Là, fait que j'ai une fuse qui a sauté. N'empêche que c'est un beau livre. C'est encore un format que j'apprécie énormément. Puis assurément que ça ne sera pas mon dernier. Pat! Tiens, je vais en ordre
Rapido presto, je l'avais pas encore vu. J'ai regardé le film Summer of 84. Ah, la même gang que Turbo Kid. Oui, la même gang que Turbo Kid. Donc, Anouk Wissel, François Smart, Johan Carl Wissel. Et j'ai tripé. J'ai tripé parce que au départ, j'étais pas sûr, mais vraiment pas. Là, une gang de kids qui sont persuadés qu'un de leurs voisins est un tueur en série. Une histoire qu'on semble avoir vue des milliers de fois. C'est ça. C'était ça qui me gossait. Sauf que le traitement, on voyait l'hommage à la fidélité de l'époque, c'est-à-dire les effets sonores, la musique d'ambiance, quelques tunes qui sont utilisées, les personnages. Puis, tu sais, ils t'amènent dans une direction, puis ils te cassent la gueule à la fin avec le punch final. Parce que les autres, ce qui leur a fait mal, c'est que c'était à peu près dans la même période que la première saison de Stranger Things. Exactement. Hein? Ça les a démolis parce qu'ils amenaient une espèce de truc un peu hommage aux années 80. Dans le fond, c'est comme deux personnes. Tu sais, ça arrive souvent, ça, dans le monde. Deux personnes qui ont la même idée au même moment, exact. sans s'être parlé. Hein. The Raid, puis voyons, Juge Dredd. Ouais, genre exact. Tu sais, t'as la même idée au même moment, tu la sors, puis là, l'un a l'air de copier sur l'autre. Là. C'est ça. Mais, bon sang, là, j'ai été, là, vraiment, là, quand je vous dis, là, j'ai mangé un coup de batte de baseball avec la finale qui est brillante. Qui est brillante pour un film d'horreur comme ça, là. C'est une finale brillante. Et on souhaite qu'il soit au Comic-Con de Montréal, parce que la seule année qu'il n'était pas là, c'est l'année qu'on est allé l'année passée. c'est ça. Faire chier. Mais j'ai vraiment trippé. J'ai trouvé que c'était intelligent, bien amené. Puis encore une fois, là, ils sont écœurants dans la façon dont ils traitent quelque chose puis qu'ils sont capables de surprendre les gens. Chapeau. Alan, ton poison. Moi, mon poison, c'est un véritable poison. OK. Qu'est-ce que tu as bu? Non. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai recommencé à faire le Marvel Knight du Punisher parce qu'il commence à sortir les gros volumes qui recueillent tout. C'est que je me suis dit, tant qu'à ramasser la run de Garth Ennis, il faut que j'aille ramasser le prequel qui a tué le personnage puis qui l'a ramené. C'est que j'ai ramassé Punisher Purgatory. Le moment où ce que Punisher, qui était déprimé à cause de sa famille était morte puis il était écœuré de tuer du monde, il s'est mis dans une ruelle, il a fait « Ma vie, c'est de la merde » puis il s'est tiré le balle dans la tête. Ben oui, ils ont fait ça. Oui, il est donné un ange. Puis là, en même temps qu'il est mort, ben là, le mal a pris le dessus sur New York. Ça fait qu'il y a un ange, Gabriel, qui a fait « Non, le Punisher ne peut pas mourir, je dois le ramener avec l'armurerie de Dieu. » C'est que Punisher sort des guns de son trench coat, puis des guns cosmiques de Dieu, puis il tue des méchants pour essayer de sauver son âme. Pourquoi? Ben parce que Frank Costas, là, qui avait fait le mob hit dans Central Park, qui a fait que sa famille est morte, ben, en quelque sorte, lui, en tant que lui, c'est un gros démon qui l'avait oublié, puis il avait besoin de plusieurs meurtres pour refaire venir sa puissance démoniaque. Ça fait qu'il a créé un Punisher en une famille par rapport pour qu'un gars tue plein de monde, puis que sa puissance démoniaque vienne le rechercher, puis qu'il redevienne un gros démon. Tu es en train de me dire que tu as acheté volontairement quelque chose de mauvais pour pouvoir le lire? Ben, c'est important. Et c'est pourquoi? Ben, parce que je l'avais jamais lu. Pour suivre la continuité. Puis suivre la continuité. C'est parce que c'est pour voir à quel moment le personnage a été détruit avant que Garth Ennis le ramène puis qu'il en fasse qu'est-ce qu'il est aujourd'hui avant qu'il ait été redétruit présentement. Mais ça existe encore dans son histoire, là, dans le board. Si vous lisez Welcome Back Frank, Garth Ennis a ramené, la première chose qu'il dit, il arrive, les anges m'ont ramené, puis pour me faire chier, ils m'ont enlevé les pouvoirs qu'ils m'ont donnés puis ils m'ont remis sur Terre en tant qu'humain normal. Ils ont fait, je suis content d'être ici. Puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il pogne quelqu'un puis il crisse en bas du Chrysler Building. OK. Fait que merci, bonsoir, on n'en reparlera plus jamais. Effectivement. Sauf que c'est vraiment mauvais. C'est moins pire que quand les deux Superman des deux univers différents fusionnent ensemble. Mais, sauf que, tu sais, c'est comme s'il avait pris une équipe, là, puis il aurait fait « Ouais, mais Punisher ne pogne plus, mais Spawn pogne les années 90. Faisons pareil. On va faire un Spawn avec le Punisher. » Puis là, tu fais comme « Ah, mais c'est fucking mauvais. Il se bat avec plein de démons. Il y a des anges là-dedans. Il y a le conseil des anges. » Et là, tu arrives avec la suite qui est Révélation, où ce que là, Punisher fait affaire avec Wolverine, et c'est décidé par Pat Lee. J'aimais ça, Pat Lee. Pat Lee. À part des Transformers, il dessine quoi d'autre, lui? Ben, il dessine mal en Chris, un Punisher. Il dessine mal. Il a fait un numéro de Superman Batman, tu te rappelles? J'avais fait faire une tête d'Optimus Prime sur mon numéro. C'est qui dessine mal. Ça a pas de bon à sens. part les robots du Toys Boy, là, je ne me rappelle plus quoi il s'appelait, le méchant. Mais sur Transformers, il était cool. Il était cool, oui, mais sauf que, je te dis, Révélation, c'est encore pire. Là, Fait que tu t'es tapé de la merde pour pouvoir te taper quelque chose de pas pire. Ouais, effectivement, parce que c'est un point tournant de l'histoire du Fait personnage. que toi, là, quand tu vas dans une micro-brasserie, là, tu t'ouvres une bonne Coors Light,
Le taboué. Après ça, tu vas te chercher ta pied. Non, mais comme je dis, c'est parce que c'est un point tournant qui a détruit le personnage avant qu'il se ramène. C'est comme au niveau... Ça a une certaine importance parce que, tu sais... Ça place le contexte. Ça place le contexte. C'est qu'est-ce qui a détruit le personnage avant sa renaissance. C'était quelque chose que ça me prenait là. C'est que ça va être comme le tome 1 avant la renaissance, puis ce qui était bon. Bon, ben écoute, on va te laisser continuer de lire de la marde et tu nous reparleras quand t'auras volontairement quelque chose de bon. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Ouais, mais Pat Lee, là, moi, je l'aime. Moi. Ah non, Pat Lee était mauvais. Puis en plus, on l'a mais tu te rappelles, j'ai déjà rentré dedans. C'est un excellent gestionnaire. Ouais, mais... On peut juste finir là-dessus, là. Dreamwave. Coupe ça là, coupe ça là. Oh. Mais toi, t'es pas au courant de ça. Pat puis moi, là, il y a un moment donné, on est dans une convention. Tu es rentré dedans. J'ai rentré dedans solide à part de ça. De ma part, t'aurais dit sacré un coup de poing d'en face parce que j'attends encore le numéro, c'est comme si Optimus Prime revient à vie, ouais, OK? Je sais. Puis Pat, de me crier bien fort dans la convention, « T'as rentré dans Pat Lee! » Moi, il pisse, ça. Ça me crisse. Tant que c'est pas Jim, man, Moi, Chris. si c'était Jim, j'aurais eu une réaction. Ou Stan, j'aurais eu une réaction. Tu sais, c'est le moins bon des lits. Tu sais, il y a 3 lits, puis c'est le moins bon des lits. Il y en a 4, oublie Bruce. Ah, Bruce Lee. Ouais, mais Bruce Lee, il a pas écrit de comics, puis il a pas dessiné. Ah. Mais dans le monde des comics, il y a 3 lits, puis c'est le moins bon des 3. C'est ça que je te dis. C'est dommage. Hey, les injustes, Captain Marvel, la semaine prochaine, des attentes particulières? Ben, depuis qu'il y a une critique qui a écrit « Oh shit, Thanos is fucked », j'ai beaucoup d'attentes. J'ai beaucoup d'hâte. Moi, j'ai hâte de voir la nostalgie des années 90 parce qu'à date, il n'y a pas un film qui m'a fait vivre les années 90. Là, j'ai hâte. Puis je vais attendre I Need the Need for Speed. Ben, il y a des avions. Il faut qu'il y ait une référence à Top Gun. Normalement, c'est posé. Pat, des attentes? J'ai hâte. On verra. Fait qu'on dimanche prochain, manquez pas ça. Ben lundi prochain, je pense, parce que dimanche, pas Pat, mais Alan va boire une Coors Light avant de boire une bière de micro. Je m'en vais au Balthazar à Québec après l'avoir vu en Ultra VX. Ouais, c'est ça. Fait que là, oublie pas de t'ouvrir une Coors Light pour te mettre en contexte. Oui, sans problème. Oublie pas ça. Donc lundi prochain, critique de Captain Marvel. Salut tout le monde! Salut! Salut!